Nicole Tayeb, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur studioqualita.com. Je rappelle, comme je l'ai précisé tout à l'heure, que vous êtes psychologue en psychologie clinique, spécialiste également en criminologie et criminalistique. Vous allez d'ailleurs nous expliquer ce qu'est la criminalistique. Et nous voulons vous parler ce matin pour essayer de mieux comprendre un peu la multiplication des massacres qui se produisent aux États-Unis. Après le massacre de Las Vegas, il y a un peu plus d'un mois, ce massacre au Texas dimanche dans une église. La première question, est-ce que cela est véritablement lié donc à la profusion des armes à feu qui est en vente libre, on le sait, aux États-Unis, ou est-ce qu'il y a d'autres explications, on va dire, plus psychologiques, plus sociales à ce qui se passe actuellement aux États-Unis? Oui, je pense qu'aux États-Unis, plus que le problème des armes, c'est vraiment le problème du déséquilibre mental. D'accord ? Je crois qu'en fait, il faut plutôt maintenant essayer de penser et de régler cette forme de violence en la traitant comme une problématique et pas comme un fait divers. C'est trop souvent le cas aux États-Unis aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des déséquilibrés qui, par hasard, ou alors de par la conjoncture, ont la possibilité d'avoir accès à des armes à feu et qui les utilisent de manière totalement irresponsable. Non, c'est pas par hasard. D'accord ? Le profil du tueur de masse, il est bien spécifique. D'accord ? Ce sont des gens qui veulent tuer le plus de personnes. Ils cherchent en général la vengeance. Ils sont très très souvent, pour pas dire tout le temps, habités par une pulsion de haine. On arrive à trouver dans l'histoire de ces gens-là, chez tous. C'est d'ailleurs pourquoi il y a une grande différence aujourd'hui et que le FBI s'intéresse à la personnalité du tueur de Los Angeles, qui lui ne répond pas forcément, d'après ce qu'on entend, aux critères du tueur de masse. Ces tueurs de masse, en fait, ils ont souffert d'humiliation. Ils ont une mauvaise image d'eux. Ils veulent se venger soit de la société, soit d'une de leur famille, dans leur famille, comme c'est le cas apparemment au Texas. Oui, d'une catégorie d'individus, d'accord, qui a cherché à le dévaloriser. On parle de ce tueur au Texas, quand même, il faisait partie d'une communauté aussi religieuse, d'accord, il faut le savoir. Je ne serais pas étonnée qu'on trouve un lien entre... Il a été dégradé à l'armée pour violence sur sa femme et son enfant. Sa femme et son enfant peuvent appartenir peut-être à cette congrégation, oui. D'accord ? Donc, il faut chercher. Ces gens-là, ils cherchent à réparer les offenses collectives, ce qu'on leur a fait. Alors, alors ce qui nous intéresse en particulier, puisque nous sommes ici en Israël, à Jérusalem, c'est d'essayer de comprendre pourquoi un phénomène qui est en train de se développer aux États-Unis, eh bien, dans un pays où finalement, si on parle de tensions, on peut parler de conflits, même des conflits de famille et des tensions, on va dire, sociales et des tensions sécuritaires extrêmes comme l'État d'Israël, eh bien, fort heureusement, on est tenté de le dire, eh bien, ce type de massacre ne se produisent pas. Pourquoi ? Parce qu'en Israël, on n'a pas du tout la même culture des armes. D'accord ? En Israël, la culture des armes, elle commence dès les soldats de Tsahal qui ont entre 18 et 20 ans, qui sont armés. Oui. Pour tout Israélien, en fait, c'est une matière de défense. C'est une manière de défendre la collectivité. Il se fait, en fait, il n'y a pas de différence entre leur action et l'action de l'État. Aux États-Unis, on prend une arme pour se protéger soi-même. D'accord ? C'est déjà une très grande différence. Okay ? C'est important de souligner cette différence. Ça veut dire que dès 18 ans, dans la perception de tous les jeunes Israéliens, eh bien, une arme n'est pas faite pour être utilisée pour soi-même, mais pour la défense de la nation. Exactement. Aux États-Unis, à 21 ans, vous pouvez être armé pour votre propre défense, pour votre propre protection. Donc ça, déjà, le concept est déjà énorme et très différent. Oui, et effectivement, même les Israéliens qui, après leur service militaire, font une demande de possession d'armes, eh bien, effectivement, on sent bien que ceux qui ont des armes à leur ceinture, eh bien, ils ne vont pas l'utiliser pour se défendre eux-mêmes, mais pour défendre leur prochain, pour essayer d'enrayer une attaque terroriste. D'ailleurs, je ne crois pas dire de bêtises en disant que 70% des attaques terroristes, elles ont été arrêtées par des civils armés. Donc c'est vraiment, le concept, c'est la collectivité. Une autre très grosse différence, en Israël, tout le monde n'est pas armé. D'accord ? Qui sont armés ?
les sous-officiers de salle, les réservistes du rang du capitaine, les pompiers, les ambulanciers, la police, certains habitants proches des frontières palestiniennes. D'accord? Et aujourd'hui, depuis le massacre d'Arnof, certains agents de sécurité dans les écoles. D'accord? L'attribution, il faut avoir terminé son service militaire. Fait très important, il faut un certificat médical et psychiatrique. La police va vérifier les antécédents. Après, elle va transmettre tout ça au ministère des licences d'État qui, lui, va donner son avis. Il y aura une formation et la licence n'est donnée que pour 1 an pour des armes au poing et des semi-automatiques. Aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Il y a 52 États, 52 législations, mais en gros, c'est quoi? 21 ans, être résident dans l'État, fournir ses empreintes digitales, avoir un casier vierge, on paye une caution, d'accord? Il faut prendre des cours. Et puis c'est le shérif ou la police qui va délivrer le permis à sa libre discrétion. Donc il n'y a même pas de contrôle médical de ces gens-là. Donc tout le monde peut être armé. Alors, et donc ça multiplie en fait les risques de voir ce qu'on a à Los Angeles, de voir ce qu'on a ici au Texas. Alors, est-ce que par exemple, il est possible, parce qu'on connaît la puissance des lobbies en faveur de la vente libre d'armes à feu aux États-Unis, est-ce que finalement le gouvernement a les moyens de poser des conditions à la détention de ces armes à feu? Est-ce comme en Israël, tout simplement, en essayant, même si effectivement la mentalité n'est pas la même, eh bien, si l'on durcit les conditions d'obtention d'armes, cela peut peut-être réduire les risques de massacres comme ceux de Las Vegas ou du Texas. C'est clair, parce que cette forme de violence, elle est favorisée par quoi? Par l'accès aux armes.